Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le sommaire de cette édition. Chute libre du prix du panier de la tomate fraîche au Bénin. Le panier de tomates a vu son coût baisser de moitié. Ces dernières semaines, les producteurs et revendeurs ont du mal à écouler leurs produits. On revisite le code de la route, on s'intéresse aux panneaux de signalisation. Ils sont installés pour guider les usagers dans leur déplacement et les prévenir de tout danger routier, mais peu leur accordent une importance. C'est un genre journalistique qui se caractérise par la durée du travail sur un même sujet et par des recherches approfondies. Le journalisme d'investigation se pratique très peu au Bénin. La tomate fraîche, un produit de grande consommation au Bénin, est disponible en quantité dans les marchés. C'est la saison des tomates. Malheureusement, le panier de ce fruit a drastiquement chuté. Au marché d'Antokpa, grossistes, semi-grossistes et transporteurs sont déboussolés et s'inquiètent des conséquences d'une telle situation. Le constat dans ce reportage de Patrick Adjagbodio. De la tomate locale, vous pouvez l'acheter en quantité dans tous les marchés du Bénin. Ici, à Dantokpa, des milliers de paniers y sont déversés chaque jour. C'est la saison de la tomate fraîche et la surabondance sur le marché a provoqué une chute drastique du prix du panier. Au début de la saison, on vendait à 10 000, puis à 7 000 le panier. Subitement, il est cédé à 800. Laurent, un transporteur de tomates, dans son camion, 200 paniers de tomates fraîches. Un panier est cédé entre 1000 francs et 3000 francs CFA l'unité, selon l'état de la tomate. Une seule personne pouvait prendre 10 paniers ou 15 paniers. Mais aujourd'hui, certains prennent 5 paniers ou 3 paniers de tomates. Beaucoup évitent les dettes et préfèrent acheter moins de paniers. Comme Laurent, les grossistes ne font pas de bonnes affaires. Dame Anne-Marie, revendeuse, peine à vendre ses tas de tomates, cédées entre 75 francs et 200 francs CFA. J'ai payé le panier à 1500 francs CFA. Quand je vends un tas de 100 francs, difficilement je trouve un bénéfice de 25 francs. Les clients exigent payer le tas de 100 francs à 75 francs CFA. Au finish, sur un panier de 1500 francs, j'ai un bénéfice de 200 francs ou 300 francs CFA. Bonne saison de tomates, certes. Pas encore de grands bénéfices. Pour créer une valeur ajoutée issue de la production agricole locale, l'agroéconomiste propose l'option de la transformation locale. Quand on pense à la transformation, il serait bien que les producteurs se réunissent en des grands groupements, des coopératives, des associations pour pouvoir vendre en groupe déjà à des unités de transformation sur place qui pourront mieux transformer, mieux valoriser cette tomate-là en grande partie pour ne pas se retrouver encore à déplorer de grosses pertes. Pour éviter que les tomates pourrissent sur le marché, dans les champs et créent un manque à gagner aux producteurs, tous les acteurs de la filière agricole locale doivent très tôt revoir leur stratégie de production et de commercialisation. Ce qui reste à faire, c'est de prévoir pour les autres campagnes de production de tomates quelle quantité produire, quelle variété produire, quand est-ce qu'il faut mettre sur le marché et sur quel marché il faut vendre. Des questions auxquelles il est urgent de trouver des réponses qui permettront de booster l'économie locale.
Intéressons-nous à présent aux feux de signalisation qui jouent un rôle important en matière de sécurité routière. Mais rares sont les usagers qui prennent le temps de lire et de respecter les messages que véhiculent ces panneaux, une situation qui favorise les accidents de la route. Ce comportement des usagers de la route est-il dû à un manque d'éducation routière ou à une négligence? Fifame Atadeji et Louis Koudogbo se sont intéressés au sujet. Voici le reportage. Les panneaux de signalisation implantés sur les axes routiers existent sous plusieurs formes regroupées en 4 catégories. Chacun de véhicule un message. Les panneaux de danger sont des panneaux triangulaires bordés de rouge, de prescription absolue, tout panneau de forme ronde, d'indication, les panneaux de forme carrée rectangulaire ou rectangulaire terminé par une flèche, et les panneaux relatifs aux intersections et au régime de priorité. Cependant, nombreux sont les usagers de la route qui ne prêtent aucune attention à la présence de ces panneaux de signalisation. Il en existe également qui, pour des raisons de mauvaise conduite, s'illustrent dans la destruction pure et simple des dits panneaux. Ce qui les préoccupe est comment parvenir à leur destination. Pour des usagers de la route, les raisons qui expliquent un tel comportement sont diverses. C'est de l'incivisme. Tout le monde sait que ces panneaux sont détruits par qui? Par les gros porteurs. Il y a aussi certains panneaux qui ne sont pas bien implantés, qui cachent la visibilité, qui ne donnent pas une bonne visibilité aux usagers. Selon les moniteurs d'auto-école, les raisons sont plutôt ailleurs. L'homme ne respecte que ce qu'il connaît. Si nous constituons une population de 11 millions d'habitants, où 3 millions à peine connaissent le code, regardez les 8 millions qui restent, sont ignorants. Pourtant, ces panneaux de signalisation, loin de constituer des objets de décoration des artères, sont des porteurs de messages. Ils sont de véritables outils de communication en direction des usagers de la route. C'est pourquoi je demande au pouvoir public de mettre l'éducation routière, l'insertion du code de la route dans les formations académiques, même au niveau de nos ateliers de formation, pour que l'usager puisse connaître le code. Il s'avère nécessaire que les usagers de la route prennent conscience de l'importance du respect des panneaux de signalisation, car la vie de tout un chacun en dépend. C'est un genre journalistique qui exige du professionnel des médias une capacité à interroger plusieurs sources pour obtenir une information vraie et vérifiée sur les sujets d'enquête notamment. Au Bénin, ce genre journalistique est très souvent négligé, voire délaissé. Quelles sont donc les contraintes qui émoussent l'engagement des professionnels des médias béninois à s'investir dans le journalisme d'investigation? Patrick Adjagbodjou et Louis Koudogbo ont posé la question au directeur de publication du journal Fraternité. Quand vous êtes déjà journaliste, il y a plusieurs spécialisations. Et on peut choisir de ne faire que des investigations. Les pays où les journalistes font beaucoup de sujets d'investigation et donnent des résultats, je pense que ces pays sont même plus dangereux que le nôtre. Notre pays n'est pas si particulier. La particularité du Bénin, c'est peut-être la difficulté d'accès aux sources, ou bien la résistance des acteurs à livrer la vérité. Même il me semble qu'il y a une difficulté beaucoup plus objective qu'on ne voit pas. Ce sont les liens incestueux que nous avons entre nous. Nous sommes toujours le cousin du frère de la belle-sœur de tel. Nous avons toujours telle amitié avec tel, bien la belle famille a telle amitié avec tel, bien les parents ont telle relation avec tel. Et quand vous fouillez, vous allez, vous faites un pas. De pas, vous voyez comme ça, vous vous rendez compte que telle personne est liée à moi d'une telle manière, je risque de griller ses intérêts. Vous faites des vous allez de ce côté, c'est pareil. C'est cela qui paraît, à mon avis, le frein le plus important dans notre contexte. Vous voyez, vous êtes sur un sujet, vous allez voir quelqu'un vous poser des questions, il sent que vous êtes proche de la vérité, que ça peut le déranger. Il s'arrange pour trouver des gens qui sont proches de vous, des gens influents, qui peuvent vous parler et vous faire renoncer à votre sujet. Donc, il me semble que beaucoup plus l'interventionnisme et ce que je qualifie de relations incestueuses sont davantage des freins à l'épanouissement du journalisme d'investigation chez nous, plutôt que la question des moyens. On n'est pas non plus tenu de prendre des sujets à haut risque. Non, on peut prendre de petits sujets
qui recèlent beaucoup de vérités mais qui ne sont pas révélées. Et progressivement, on monte. Je pense qu'en procédant ainsi, le journal d'investigation peut avoir de beaux jours. Mais quand on veut forcément aller vers des sujets hautement politiques, hautement sensibles, ce n'est pas évident qu'on parvienne à des résultats intéressants. On peut aller un peu loin et faire demi-tour. Mais quand c'est des sujets de société, des sujets économiques, des sujets dignes d'intérêt, mais qu'on camoufle, je pense qu'on peut exceller dans ce genre-là, dans notre pays, quelles que soient les difficultés. Hors du Bénin, l'Algérie veut autoriser l'importation des véhicules de moins de 3 ans à partir de janvier 2020. Le gouvernement a officiellement approuvé l'avant-projet portant sur l'autorisation d'importation des voitures d'occasion de moins de 3 ans pour les résidents algériens. Son entrée en vigueur qui mettra la pression aux constructeurs et concessionnaires établis sur le sol algérien vise à faire baisser les prix des véhicules sur le marché national. Avec cette ouverture du marché des véhicules d'occasion, le gouvernement espère par ailleurs réduire le déficit de la balance des paiements et la préservation des réserves de change, fermant ainsi les vannes au marché parallèle illégal qui fait perdre des millions de dollars chaque année au Trésor national. Il apporte une réponse appropriée et endogène aux principales préoccupations que connaît le milieu rural et périurbain et qui ont pour nom insécurité alimentaire et énergétique, dégradation du couvert forestier, perte de la fertilité des sols. C'est le biodigesteur, une priorité absolue pour les pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre qui se sont retrouvés à Dakar au Sénégal pour relancer la mobilisation. Il est un dispositif technique utilisé pour produire du biogaz. Le biodigesteur est en même temps une solution pour la valorisation des déchets organiques et pour l'amélioration des conditions de vie des femmes rurales par la réduction de la pénibilité de la cuisson. 2 sous-produits sont obtenus par le biométhanisation, notamment le biogaz comme combustible alternatif au bois énergie et le bioeffluent comme fertilisant organique pour l'amendement des terres et le développement d'activités agricoles. Conscients de l'importance de cette technologie, des pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre ont signé la convention portant création de l'Alliance pour le biodigesteur. Et à ce jour, sur les 8 pays signataires, seuls le Burkina Faso, la Guinée et le Mali ont déjà ratifié la convention, ce qui constitue un frein pour la mise en œuvre de l'Alliance. Notre réunion de ce matin s'inscrit dans cette dynamique car elle vise à solliciter le soutien politique et technique des ambassadeurs que nous sommes afin que l'ensemble des 5 pays qui n'ont pas encore achevé le processus de ratification de la Convention de l'Alliance se donnent les moyens de le faire pour permettre une entrée en vigueur de la Convention en novembre 2019. Je tiens à vous informer, au nom du ministre du Pétrole et des Énergies du Sénégal, que les dispositions nécessaires sont en train d'être prises par notre pays pour la ratification de la Convention avant la fin de l'année 2019. Je crois que l'objectif principal de cette rencontre, c'est de mobiliser l'ensemble des pays pour que ces 3 ratifications-là soient faites le plus rapidement possible. Cette réunion de consultation devrait avoir un impact positif sur le démarrage des activités de l'Alliance. Et dans cette dynamique, le Sénégal devrait abriter la 3e édition de la conférence internationale sur la technique du biodigesteur prévue au mois de novembre prochain. Fin de ce journal, très bonne suite de nos programmes.